votre magazine culturel local RS 360. Aujourd'hui, on vous parle de l'organisme La Personne au cœur des soins de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées et de l'espace Prochain Danse. Mais pour commencer, on reçoit la directrice artistique de la Société chorale de Saint-Lambert, Mme Gabrielle Gaudreault. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Betty, merci pour l'invitation. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos rôles comme directrice artistique là, au sein de la chorale? Oui, donc là, c'est ma 4e saison avec la chorale et moi, je suis directrice artistique, donc ça veut dire que je suis chef de chœur, donc je dirige la chorale durant les répétitions et les concerts, mais je m'occupe aussi de la planification artistique, donc le choix des œuvres qu'on va chanter, auditionner les nouveaux choristes et tout ce qui vient avec ça. Et justement, vous avez un nouveau concert qui s'en vient bientôt, qui s'appelle « J'ai tant dansé ». Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce concert? Oui, donc « J'ai tant dansé », c'est le titre d'un des œuvres au concert. Mais dans le fond, moi, quand je planifie un programme de concert, souvent, je commence avec une œuvre principale que je veux vraiment faire avec la chorale. Et cette fois-ci, c'était les Liebeslieder-Walzer de Brahms. Donc, c'est les chansons d'amour valsantes de Johannes Brahms. Et puis, c'est une œuvre qui dure à peu près 15 à 20 minutes. Donc, ça prenait d'autres œuvres pour aller avec. Alors, basé sur ça, j'ai pensé à quel genre de thème qu'on pourrait avoir. Et vu que c'est des valses, j'ai décidé que j'allais aller trouver d'autres pièces chorales qui sont soit inspirées ou qui prennent la forme de différentes danses. Et comme vous avez dit, il y a de la valse, mais est-ce qu'il y a aussi différents types de danse? Oui, absolument. Donc, on a quelques œuvres plus classiques, donc les Liebeslieder de Brahms. On a aussi une pièce de Fauré, La Pavane, et de Elgar. Et on a de la musique québécoise. Donc, on a une pièce d'un compositeur montréalais qui s'appelle Ballet des fantômes. On a une chanson de Gilles Vigneault et d'autres musiques folkloriques du Québec, mais autour du monde aussi, donc des danses folkloriques qui viennent du Brésil, de la Malaisie, Roumanie et des États-Unis aussi. Et à qui ça s'adresse, ce spectacle-là, qui pourrait être intéressé là, à venir le voir? Bien, j'espère tout le monde. Bien, avec la variété de répertoire qu'on a, ça peut vraiment plaire à beaucoup de monde. Les gens qui sont plus fans de musique classique, ils vont être gâtés par la musique allemande romantique, la musique romantique de Brahms et de Fauré. Mais les gens qui aiment aussi entendre quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu plus moderne, ils vont avoir ça aussi. Et la musique folklorique d'autour du monde. Fait que vraiment une grande variété de styles qui plairait à tout le monde. Ça a été quoi, les défis pour vos choristes pour se préparer à ce concert-là? Bien, c'est sûr que c'est une chorale qui chante principalement des œuvres classiques. Alors, quand on vient leur présenter des œuvres, des chansons folkloriques de la Malaisie, par exemple, là, il a fallu qu'on apprenne à chanter en malaisien. Et on a aussi une chanson qui vient du Brésil que je leur ai demandé d'apprendre par cœur. Donc, c'est un autre défi qui s'est rajouté à ça. Et puis, il y a combien de personnes qui font partie de votre chorale? Il y a à peu près une 50aine en ce moment. Oui, puis c'est dans les choristes, il y en a qui sont là depuis très, très longtemps. Puis il y en a beaucoup de nouveaux aussi, de jeunes aussi, de choristes qui se sont rejoints à nous dans les dernières années. Et ça peut varier. Il y a vraiment des gens... il y a des gens là qui sont formés en musique classique, là, des professeurs de chant, d'autres chefs de chœur qui viennent chanter avec nous pour l'amour de chanter. Mais il y a aussi des gens qui viennent qui n'ont jamais chanté dans une chorale ou qui ont peut-être chanté quand ils étaient jeunes et qui ont arrêté, ils font autre chose dans la vie. Puis c'est quelque chose qui leur manque. Alors ils reviennent à la chorale. Donc le niveau d'expérience, on va dire, et le niveau de formation musicale varie beaucoup chez les choristes. Et est-ce que vous êtes toujours à la recherche de choristes actuellement? Oui, toujours. Toujours, comme dans toutes les chorales, on cherche toujours des ténors et les basses, mais un peu de tout. Alors, à chaque automne, on a une période de recrutement, une période d'audition avant de commencer la nouvelle saison. Donc, nos saisons sont de septembre à mai à peu près. Alors, si ça vous intéresse, là, en fin août, début septembre, on va avoir nos prochaines auditions. Comme vous avez dit, c'est ouvert à tous. Est-ce que vous avez des critères pour vos auditions? Il n'y a pas vraiment de prérequis nécessairement. Quand je viens de dire,
il y a des gens qui viennent à la chorale qui n'ont jamais chanté dans une chorale avant. Okay. C'est un chœur amateur. Donc, le prérequis le plus important, c'est d'aimer la musique, d'aimer chanter. Après ça, bien, c'est sûr qu'il faut chanter juste, etc., et avoir un certain talent, mais c'est une chorale qui est vraiment organisée pour supporter nos choristes. Les anciens membres sont là pour vraiment aider les nouvelles personnes. On a beaucoup d'outils d'apprentissage aussi qu'on offre à nos choristes. Fait que c'est accessible là, aux gens qui voudraient juste essayer pour une première fois. Et en terminant, comment les gens qui sont intéressés pourraient se procurer des billets là, pour venir voir votre prochain concert? Oui, donc le concert, ça va être le 9 mai. C'est un samedi à 20h, puis c'est à l'église Saint-François d'Assise. Les billets, on les vend sur Zephy. OK. Puis il y a des liens sur notre site web et nos pages Facebook, Instagram pour aller chercher les billets. Parfait, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Après la pause, on s'entretient avec l'espace Proche Aidance. Restez là. B5, B5. En tout cas, grand-papa, je suis vraiment contente que tu m'as invité à jouer au Télébingo avec toi aujourd'hui. Mais j'aurais aimé ça savoir que tu avais un autre invité. B12, B12. Avec 5 000 $ à gagner chaque semaine, le Télébingo TVRS, une expérience hors de ce monde. Procurez-vous vos cartes dès maintenant. Oh, bingo! L'espace Proche Aidance est un organisme qui offre du soutien pour les personnes proches aidantes. D'ailleurs, elle ouvrira bientôt l'espace Maison. On aborde le sujet avec leur directrice générale, Diane Delorme. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, pour commencer, comme je viens de dire, votre nouveau projet Espace Maison, c'est un projet novateur. En quoi consiste ce projet? Tout d'abord, c'est un projet où il y aura une maison pour la personne proche aidante. Donc, vous savez, lorsqu'on devient une personne proche aidante, on ne sait pas trop où s'adresser pour avoir des services. Donc, chez nous, il y a un service d'urgence. Alors, la maison, en tant que telle, c'est un lieu où on peut se déplacer du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30, où on a envie de vraiment avoir un soutien, de l'écoute, de l'accompagnement pour la proche aidance. Et ce projet-là, c'est une maison, c'est un projet novateur, c'est une première. C'est qu'à partir de juin 2026, il y aura les 2 logements qui vont se libérer, c'est-à-dire un logement sur 2 qui va se libérer pour offrir du répit. Parce que présentement, si vous avez besoin de prendre une pause de votre personne aidée, vous pouvez en tout temps venir chez nous, vous déposer juste pour prendre un petit peu de répit. Et ce logement-là va servir de répit. À un certain moment donné, il arrive dans la vie d'une personne proche aidante où elle est exténuée, elle a besoin de décrocher de son rôle de proche aidante et d'avoir un espace pour se déposer, pour prendre un repos. Alors, nous, on va s'occuper de trouver du répit à domicile pour pouvoir s'occuper de la personne aidée. Et nous, on va s'occuper de la personne proche aidante qui va pouvoir venir passer un 24, 72 heures à notre logement. Et ce logement-là aussi va servir de transition. Okay. Parce qu'on sait qu'on a un problème de logement présentement. Donc, quand le couple est obligé de se séparer parce qu'un des deux doit aller vers un hébergement où on répond de plus en plus à ses besoins physiques et autres, donc la personne elle se retrouve seule avec un revenu et ne peut pas, à partir d'un revenu, aller ou se trouver rapidement un logement à la hauteur de ses moyens. Donc, nous, on aura cette période-là de transition. Okay. Ce projet-là, il est vraiment appuyé aussi par la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Donc, on travaille avec eux, on regarde. Puis notre projet, il a été retenu par Mouvement Desjardins comme un projet novateur. On en est très fiers. Et pourquoi vous pensez justement que c'était nécessaire, ce projet-là? Nous, ça fait des années qu'on le voit plus en plus. On a parlé beaucoup avec la loi 56 du soutien, de la reconnaissance des personnes proches aidantes. Il y a une politique. Et on commence de plus en plus à reconnaître les personnes proches aidantes, quoique il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais ce projet-là, on s'est rendu compte même qu'en 2024, on a dû, parce que ça fait des années qu'on est à la recherche d'une maison, et en 2024, on a dû louer le local adjacent nos bureaux parce qu'on débordait. Donc, et en 2024, ça a donné qu'un coup qu'on a signé un bail pour avoir un autre local supplémentaire, bien, on a trouvé finalement la maison
qu'on voulait depuis des années, donc avec 2 logements. Alors, c'est une maison sur 3 étages et il y a tous les services dans cette maison-là. Et quand l'inauguration va avoir lieu? Bien, elle aura lieu le 4 juin 2000. On devait la faire à l'anniversaire en février, du 30e, mais juste avec l'aménagement, puis on est rentré en octobre 2025. Et depuis qu'on est rentré, on déborde. Alors, l'accès est beaucoup mieux. On est situé sur le chemin Chambly, donc en face du cégep Édouard. Comme on n'est plus accessible, on n'a plus de personnes qui viennent nous demander de l'aide et des services. Donc, on a repoussé, parce qu'on n'avait pas le temps d'aménager, on l'a repoussé avec notre Assemblée générale au 4 juin 2026. Et comme vous l'avez dit, votre organisme a fêté 30 ans cette année. Qu'est-ce qui a changé, vous pensez, depuis les 30 dernières années? Ça a beaucoup évolué. Moi, si je pense juste à la reconnaissance des proches aidants, mais aussi à nous, comme organisme communautaire. Moi, je suis là depuis 11 ans. Et depuis les 11 dernières années, on a beaucoup travaillé, axé notre travail sur le rôle de la proche aidance, ce qui ne se fait pas dans le milieu. On a beau parler de reconnaissance, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire pour reconnaître les personnes. Et là, de plus en plus, on a 2 générations, c'est-à-dire les proches aidants sandwich qui sont en famille avec leurs jeunes enfants et qui s'occupent de leurs parents. Donc, il fallait absolument avoir une maison pour pouvoir accueillir ces gens-là puis les accompagner au quotidien dans leur rôle de proche aidant. Et en plus de l'inauguration de l'espace maison, est-ce que vous avez prochains événements aussi qui sont là? Pendant lors de notre inauguration, on va fêter en plus notre 30e. Donc, parce qu'on a changé de nom en 2024, suite à un lac à l'épaule qu'on a fait avec l'équipe et le conseil d'administration. Ça faisait longtemps qu'on voulait adapter de plus en plus le nom pour que les gens se reconnaissent pour aller chercher des services. Donc, avant, c'était Action Service aux proches aidants de Longueuil. Mais les gens se reconnaissaient pas ou ne comprenaient pas les services qu'on pouvait offrir parce qu'ils jouaient avec l'acronyme ASAPAL. Fait qu'ASAPAL, ça ne dit pas grand-chose. Donc, on s'est penché sur un nouveau nom, puis c'est la maison de la personne proche aidante, l'espace proche aidance. Fait que c'est un espace dédié entièrement. Puis on a même le service de café, Espace Café, qui, 3 jours semaine, il y a une intervenante sur place. Vous avez juste envie de vous changer les idées, de jaser avec d'autres proches aidants, d'échanger, parce que c'est nécessaire, parce que souvent les gens sont isolés, pensent qu'ils sont seuls à vivre cette situation-là. Et en jasant avec d'autres proches aidants, s'aperçoivent que non, ils ne sont pas seuls dans cette situation-là, et créent des liens aussi, parce que ces gens-là deviennent, dans leur rôle, à un moment donné, ils sont isolés de la famille. Fait que donc, les amis les laissent tomber, tout le monde les laisse tomber. Alors, ils se créent un noyau, puis c'est vraiment ce qu'on voulait. Fait que cette maison-là, c'est vraiment leur maison. Et comment est-ce que les gens intéressés peuvent avoir accès à ces différents services? Il y a le numéro de téléphone, le 450-928-0776. On répond tout le temps. Puis, il y a aussi par notre site Internet qui est à refaire, là, parce qu'on n'a pas eu le temps de le réajuster, mais quand même, ils peuvent à tout moment regarder notre site Internet ou nous écrire, parce qu'il y a des adresses courriel, nous écrire par courriel aussi ou surveiller notre Facebook. On reçoit souvent, avant que les gens décident vraiment de venir à nous, souvent ils vont passer par notre site Internet et par les courriels pour demander de l'aide. C'est comme, il y a des gens qui sont encore gênés de demander de l'aide. Et il y a des proches aidants qui ne se reconnaissent pas aussi. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Après la pause, on s'entretient avec la QDR. Restez là. On n'a toujours pas eu accès donc, à des résultats de cette enquête. On a un groupe de bons joueurs de hockey qui débarquent à Longueuil cette année. De votre côté, je sais que c'est également le gouvernement. Notre équipe vous livre les nouvelles locales et aborde les enjeux qui vous concernent. Info Rive-Sud du lundi au jeudi 17h sur les ondes de TVRS. La Ramée maintenant, c'est votre rendez-vous hebdomadaire, c'est votre magazine d'affaires publiques, politique fédérale, politique provinciale, politique municipale, économie, environnement, société. On parle à chaque jeudi avec les hommes et les femmes de la région qui font l'actualité. C'est un rendez-vous à tous les jeudis
de midi à 13h, parce que la ramée maintenant, c'est d'abord pour vous. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, l'AQDR, est vouée à la défense, la protection et la promotion des droits des personnes aînées. Pour nous en parler des enjeux de la région, le président de la section Rive-Sud, M. Charles Lemieux. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de nous recevoir. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler des 4 champs de revendication de votre association? Oui, bien, effectivement, donc la QDR, non seulement sur la Rive-Sud de Montréal, notre section, mais la QDR nationale, porte 4 grandes revendications au niveau, évidemment, du revenu. Donc, une revendication que les personnes aînées puissent avoir un revenu décent pour être capables de vivre dans des conditions qui leur permettent de répondre à leurs besoins. Un enjeu, donc, corollaire à ça, évidemment, l'enjeu du logement, dont tout le monde parle, évidemment, depuis maintenant plusieurs années. L'enjeu du soutien à domicile, donc d'avoir des services de soutien à domicile qui répondent aux besoins, des services publics de soutien à domicile. Et un enjeu au niveau des mobilités, c'est-à-dire du transport. Je peux peut-être, au niveau là, du revenu, d'un revenu décent, la QDR de la Rive-Sud de Montréal, on est à compléter là, un portrait là, de la situation des personnes aînées là, sur le territoire de la QDR. Et on voit qu'il y a une bonne proportion de personnes aînées. Là, on parle de 14,5 des personnes aînées, dont la plupart, encore plus à Longueuil et à Brossard, qui vivent sous le seuil de faible revenu. OK. Donc ça veut dire que c'est des gens qui, justement, ont de la difficulté actuellement à payer leur loyer. C'est des gens qui doivent aller dans des banques alimentaires pour être capables de se nourrir parce que le loyer leur prend tout leur revenu. Donc, alors ça, c'est une réalité, là. Et notamment à Brossard, par exemple, vous savez qu'il y a une population immigrante plus importante. Et il y a plusieurs de ces personnes-là, notamment plusieurs femmes, qui sont arrivées là, plus tardivement, donc qui n'ont pas droit à l'entièreté de la pension de vieillesse, donc qui se retrouvent dans une situation de précarité financière importante. Donc, et peut-être une dernière chose qui ressort, c'est que notamment chez les personnes de 85 ans et plus, cet enjeu-là de faible revenu est important, notamment chez les femmes. Donc ça, c'est un enjeu de la Rive-Sud, en tout cas qui apparaît sur la Rive-Sud, notamment. Justement, sur la Rive-Sud, est-ce qu'il y a un de ces champs-là qui est plus qu'on voit plus? Bien, effectivement, vous ne serez pas étonné, c'est l'enjeu du logement. Ouais. Alors, dans l'étude dont je vous parle, on parlait de 2021, là, mais on avait près de 6 000 personnes aînées qui vivent dans des conditions de logement précaires. Donc, ça veut dire que on considère qu'une personne ne devrait pas payer plus que 30 de son revenu pour se loger. Or, quand on dépasse ce seuil-là, puis vous savez comme moi qu'il y en a plusieurs là, qui le dépassent, donc là, on est en situation de précarité. Et là, on ne parle pas d'enjeux d'insalubrité. Vous avez couvert ça aussi, ces enjeux-là à Longueuil. Là. Ça a été récemment, là, comment je dirais, là, il y a une brigade qui a été mise sur pied. Donc, il y a des personnes aînées qui sont dans ces situations-là aussi. Donc, c'est sûr que le logement est, en termes de revendication, on a, la QDR de la Rive-Sud de Montréal fait partie d'un regroupement là, de la Montérégie là, qui regroupe différentes municipalités. Et on a récemment interpellé là, les différents députés pour revendiquer un gel des loyers, d'arrêter l'instauration d'un registre des loyers, c'est-à-dire que les personnes puissent savoir, vous savez que c'est déjà prévu au bail, la section G, mais plusieurs ne la remplissent pas, en tout cas, vous savez ça. Donc, le registre. Ensuite, l'anonymisation des plaintes au tribunal. C'est-à-dire qu'actuellement, quand une personne fait une plainte ou une démarche au tribunal administratif du logement, son nom apparaît. Et on a des informations, le fait que certains propriétaires vont dire « Ah, vous avez fait une plainte, donc, comme on dit, on vous barre de la liste. » Alors ça, il y a un enjeu là. Et évidemment, la revendication principale, c'est le développement de logement social.
Je n'utilise pas le mot abordable parce que ce mot-là est devenu un peu fourre-tout. Là, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Donc, vraiment du logement social. D'ailleurs, à cet effet-là, on fait une tournée actuellement des HLM pour personnes aînées à Longueuil. OK. Et on entend là, les personnes nous parler de leurs enjeux. Et bien que ces personnes-là payent 25 de leur revenu pour le HLM, bien, il reste qu'on entend, ils ont quand même des enjeux pour l'épicerie et tout le reste. Alors, ça, c'est un enjeu. Ouais, ça, je dirais que c'est l'enjeu principal. Soutien à domicile, évidemment, je l'avais déjà dit précédemment dans une autre rencontre, mais le Québec est vraiment à la queue. Là. Au Canada, on est la province qui investissons le moins dans les services à domicile. Et qui dit, vos auditeurs là, qui sont personnes aînées, on veut tous vieillir chez soi le plus long. On veut rester chez nous le plus longtemps possible. Alors, le soutien à domicile, ça serait donc le fun d'en avoir. C'est nécessaire pour être capable de rester chez soi. Et ça, bien, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir oui. été avec nous aujourd'hui. Le temps file déjà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. Puis après la pause, on s'entretient avec l'organisme La Personne au cœur des soins. Restez là. B5, B5. Merci beaucoup de m'avoir invité à jouer au Télébingo avec toi ce matin, grandement. Ah, mon plaisir. Mais il fait un peu sombre. Pense qu'on pourrait ouvrir les rideaux? Avec 5 000 $ à gagner chaque semaine, B12, B12. le Télébingo TVRS, c'est effroyablement captivant pour tout le monde de 18 à 1000 ans. Procurez-vous vos cartes dès maintenant. T'as-tu le P12? Pardon? À vue et reconnu, Sylvie Bardier présente les entreprises et les entrepreneurs dynamiques de la Rive-Sud. Et maintenant, vous êtes à vue et reconnu. Apprenez-en sur leur passion, parcours, réussite, sans oublier leurs produits et services. Bonne émission! Pour apprendre à connaître les entreprises d'ici, regardez Vue et reconnu les mardis 18h30, seulement à TVRS. La Personne au cœur des soins est un organisme qui souhaite valoriser le personnel soignant. Pour en savoir davantage, on s'entretient avec la fondatrice présidente Soukaina Trovnas-Lahen et la conseillère Julie Kiégère. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, merci. Merci de nous recevoir. Donc, votre organisme s'appelle La Personne au cœur des soins. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, mettre la personne au cœur des soins? En fait, la personne au cœur des soins, c'est toute personne qui prodigue des soins de près ou de loin, qui apporte des soins au fond à quelqu'un. Donc, au fond, les personnes dans le domaine de la santé, les proches aidants, donc toute personne qui apporte des soins. Et c'est quoi la mission de votre organisme? Alors, nous, c'est ça, exactement comme vous l'avez si bien dit au début. Nous, notre mission, c'est de prendre soin, de valoriser, de mettre les personnes du domaine de la santé de l'avant. Donc, on a eu cette belle vague d'amour pendant la pandémie. Cependant, malheureusement, ce n'est pas resté. Donc, nous, notre mission, c'est de les reconnaître sur une base quotidienne et non pas dans une période de crise seulement. Et est-ce qu'il y a un moment qui a inspiré la création de votre organisme? Oui, je dirais que c'est arrivé vraiment durant la pandémie. Okay. Ça a vraiment été le point. Moi, je travaillais aussi dans ce domaine hospitalier. J'ai vu, on était confrontés, on était vraiment au cœur et vraiment, c'est venu me chercher. J'ai dit non, mais on prend soin des personnes qui sont vulnérables, mais nous aussi, on est vulnérables, donc on mérite d'être valorisés. Oui, puis même si la pandémie est terminée, il y a des situations de crise tous les jours, puis la vérité, c'est qu'on travaille toujours aussi fort, même depuis que la pandémie est terminée. Donc, je pense que c'est important qu'on continue de valoriser toutes ces personnes, tous ces travailleurs là, dans le domaine de la santé. Et est-ce qu'il y a un aspect dans le travail et de la santé qui est plus sous-estimé ou mal compris, selon vous? Je pense qu'il y a l'interdisciplinarité en premier, parce qu'on pense souvent aux infirmières, aux médecins, aux physiothérapeutes, aux travailleurs sociaux, mais le système hospitalier, les travailleurs de la santé, ça englobe beaucoup d'autres personnes que juste le milieu de l'hôpital. Puis je pense qu'aussi, on s'arrête beaucoup au fait que c'est un travail, alors qu'à la base, on travaille avec des êtres humains, on est des êtres humains qui travaillent avec des êtres humains, puis je pense que le don de soi aussi, dans ce milieu, c'est quelque chose qui est parfois sous-estimé, parfois un peu oublié, simplement parce qu'on fait plus que donner des soins, mais on est là pour essayer d'apporter un petit peu de bonheur, de réconfort à des gens qui sont dans des situations souvent vulnérables. Et puis justement, en février dernier, vous avez organisé une soirée hommage aux héros de la santé. C'était quoi le but de cette soirée-là? Alors, vraiment, c'était de pouvoir les mettre
de l'avant. Donc, de pouvoir les honorer comme elle se doit, de faire une soirée à la hauteur de ce qu'ils sont vraiment. Donc, c'est ce qu'on a voulu. On a remis des trophées. On a eu plusieurs personnes qu'on a su mettre de l'avant. Alors, justement, une personne optométrice, une ambulancière. Donc, vous voyez quand même la variété des disciplines, mais qui reste tout de même dans le domaine de la santé. Oui, c'est simplement de reconnaître aussi leur travail sans qu'il y ait des gens aient besoin de faire des concours, des compétitions. Tout ça, c'était vraiment juste une base. On veut reconnaître les gens, on veut reconnaître les travailleurs. Puis ça a permis là, de... Ça a fait son effet. Oui. Est-ce que vous avez des prochains événements qui s'en viennent aussi avec votre organisme? Donc, on est toujours en éventuelle pensée. On a une équipe béton qui sont de 7 membres, d'ailleurs, avec Julie. Donc, chaque jour, on travaille pour avoir une idée de quelles sont nos prochaines activités. On aimerait bien sûr en faire cet été, mais ça reste à suivre. On va mettre ça sur notre site Internet. Et comment est-ce que les gens intéressés peuvent s'impliquer auprès de votre organisme? Bien sûr, il y a une carte. On a une carte de fidélité qui s'appelle « La personne au cœur des soins ». Et cette carte, en fait, l'objectif, c'est que les personnes dans la santé puissent bénéficier de rabais. Donc, chez nos collaborateurs, chez des consommateurs. Donc, c'est sûr que ce qu'on pourrait appeler les citoyens, c'est un peu, comme je disais, de raviver cet amour qu'on a eu durant la pandémie et de pouvoir avoir plusieurs personnes qui décideraient d'offrir des rabais pour qu'on puisse faire une forme de partenariat et qu'on ait cette vague d'amour démontrée au personnel soignant. Dans le fond, que cette vague-là persiste là, un peu en tout temps, pas seulement parce qu'il y a une situation de crise, que ce soit des commerces, des restaurateurs, des magasins, peu importe. Salon de coiffure, spa. Oui, puis ça peut être quelque chose de un 5 % de rabais ou ça peut être n'importe quoi d'autre, mais le fait d'avoir un petit quelque chose qui donne le sentiment, qu'on puisse avoir le sentiment de se dire, bon, bien, on se sent valorisé, on se sent écouté, on se sent vu, aussi, on se sent important. Exactement. Et comment est-ce que les gens intéressés peuvent avoir accès à vos différents services? Sur notre site Internet, et puis on est sur plusieurs plateformes, donc autant TikTok, Facebook, Instagram. Donc, c'est possible de nous joindre là. Et à notre adresse courriel aussi, la personne au cœur des soins, @outlook.com. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Donc, c'est ce qui conclut l'émission. À la prochaine.